Oui, salut les amis. Bonsoir à tous, bonjour à tous en fonction de votre position, de votre fuseau horaire. Le professeur voudrait dire merci à tous ses soutiens, à tous ses abonnés, à tous ses sympathisants, à tous ceux qui sont passionnés de 4 mai. Ça fait un bon moment que nous ne sommes pas trop présents sur les réseaux parce que nous sommes un peu occupés dans d'autres secteurs. Il faut dire que le professeur a plusieurs arcs, plusieurs cordes plutôt à son arc. Voilà, donc tantôt nous sommes dans le domaine de la santé, tantôt nous sommes dans le domaine de l'informatique, tantôt nous sommes un peu à gauche, à droite. Et dans ces temps-là, nous sommes un peu occupés quelque part, c'est pourquoi vous ne nous voyez pas, mais nos étudiants, eux, nous voient. Ceux qui payent pour nous soutenir, qui font que nous avons la possibilité de vous faire ces vidéos, ceux-là, eux, ils nous voient à tout moment, parce que nous avons nos canaux de communication. Mais les autres qui sont sur YouTube, Facebook et autres, dans ces temps-là, ils ont remarqué que le professeur a été un peu en retrait. Pas que le professeur est fatigué, mais nous sommes un peu occupés. Quelque part, nous nous concentrons là-bas parce qu'il y a des vies là-bas à sauver. Les 4 mai, nous pouvons les réveiller à tout moment. Mais un homme, quand il s'en va, il n'y a pas de retour. C'est pourquoi dans ces temps, nous sommes un peu concentrés là-bas. Bref, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons vous parler des puces 3 volts, 5 volts. Voilà. Donc ça, c'est des sujets que le professeur n'aime pas trop aborder. Parce que les puces 3 volts, 5 volts, bon, voilà, chacun sait un peu ce que c'est. Vous savez, en toute chose, il y a ce qu'on appelle la profondeur. Tout le monde peut savoir, comprendre le superficiel, mais la profondeur, c'est réservé aux initiés. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des puces 3 volts, 5 volts. La puce 3 volts, 5 volts. Chers amis, vous savez que la 4 mai, pour fonctionner, elle a besoin d'être alimentée. La 4 mai a 3 alimentations principales. Il y a une alimentation, la première qu'on va appeler RTC VCC. Vous voyez ici pour cette 4 mai dès latitude E5450, la première alimentation sur cette 4 mai là, c'est l'alimentation RTC VCC. Je vais agrandir ici, c'est une tension de 3 volts. Et cette tension là est fournie par une petite pile qu'on appelle la plupart du temps pile CMOS. La pile CMOS, même quand votre 4 mai n'est pas branché sur la batterie ou le chargeur, vous voyez ici coin cell 3 volts. Cette pile CMOS va délivrer une tension de 3 volts sur cette diode. Et cette tension va sortir ici RTC cell 3 volts. Vous voyez le connecteur, voilà le connecteur de la pile ici, JRTC1, JRTC1. Voilà. Donc cette tension va où? La tension de la RTC VCC, ça va directement au PCH. Ça va directement au PCH. Et arrivé au PCH, non seulement cette 3 volts là va alimenter le PCH, ça va alimenter le PCH, mais elle va générer plusieurs autres signaux, pour le réveil du PCH. Vous avez RTC reset,
RTC Reset, vous avez SRTC Reset, vous avez Intruder, vous avez Internal Voltage Regulator Enable, et vous avez les pulsions du petit cristal. Vous aurez install 1, install 2. Ça fait 32,768 kHz. Voilà. Si un seul de ces signaux manque, frère, votre carte mère est déclarée morte. Votre carte mère ne va pas s'allumer, elle est morte. Voilà. Donc la piste CMOS est très importante. Voilà, parce que si un seul de ces signaux que je viens de citer ne marche pas, votre carte mère ne va plus s'allumer. La deuxième alimentation de notre carte mère, c'est l'alimentation qui vient de votre transfo qu'on appelle chargeur. Nous les Français, les francophones, on appelle ça chargeur. Mais les anglophones appellent adaptateur. C'est la deuxième tension qui va venir sur la carte mère. Voilà, ici vous voyez PJPDC1. Si vous branchez votre chargeur ici, votre 19 volts va sortir là. Voilà, 19 volts qui vient ici. Voilà. Votre 19 volts va sortir ici. Les pattes 1 et puis 2. Les pattes 1 et puis 2. Votre 19 volts va sortir ici. Ça va traverser cette bobine. Et il va venir ici. Ici, il prend le nom de DC-in. Si votre MOSFET, ce P-channel MOSFET est activé, ce P-channel MOSFET sera activé, et quand il sera activé, votre 19 volts va passer ici. Il va s'appeler DC-in-SS et ça va aller sur la carte mère 19 volts. Si vous avez une batterie, il faut savoir que vous pouvez utiliser aussi la batterie. J'aime cette carte mère parce que j'aime beaucoup d'elle, parce que d'elle prend le temps de faire des bons schémas. Vous voyez comment ils ont classé toute l'alimentation sur une page. L'alimentation de la carte mère, on a mis sur une page pour que nous puissions vraiment bien utiliser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ils ont mis ici l'alimentation par la batterie. Notre carte mère peut utiliser la batterie pour s'alimenter. La batterie est connectée ici. P-BAT 1. Notre batterie, si elle est chargée, on sait que la batterie est chargée par la carte mère. L'alimentation de la batterie va passer ici, PAT 1 et 2 aussi. Et ça va venir ici. Se filtrer dans cette bobine, ces deux bobines, et cette tension va s'appeler P-BAT. Voilà. Et donc P-BAT va aller sur la carte mère pour l'alimenter, si nous sommes sur batterie. Voilà. Donc ce que nous devons savoir, chers frères, c'est que la carte mère est composé de beaucoup d'éléments et chaque élément a son alimentation. Il y a des éléments qui vont consommer 19 volts. Il y a des éléments qui vont consommer 3 volts. Il y a des éléments qui ont besoin de 1 volt. Est-ce que vous voyez? Il y a des éléments qui ont besoin de 5 volts. Voilà. Donc, vous voyez que, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alimentation par la piste CMOS qui va aller au PCH. Il faut dire qu'en fonction des architectures, il y a des architectures où la piste CMOS va non seulement au PCH, mais ça va aussi à l'IOS. Voilà.
Hein? Je vous ai toujours dit que l'iOS et puis le PCH, c'est la même puce. Voilà, mais on a dissocié l'iOS, lui, la plupart du temps, à 99%, il a des pattes sur lesquelles on peut faire des tests. Les gens ont fait exprès. Et puis le PCH, lui, il a des pattes, mais ces pattes-là ne sont pas visibles. C'est un peu difficile de faire des tests. Et les deux puces-là travaillent ensemble. L'iOS ne peut pas travailler sans le PCH. Le PCH ne peut pas travailler sans l'iOS. Voilà, parce que ces deux puces communiquent. Voilà, l'iOS appelle le PCH répond. Les deux communiquent. Voilà, donc une ne peut pas travailler sans l'autre. Vous voyez ici, le PCH est intégré dans le processeur ici. Voilà l'iOS ici. Entre les deux, il y a un dialogue. Si vous voyez, voilà. Et donc, les éléments de la carte mère, comme je l'ai dit, chacun, vous allez voir le processeur. Le processeur, c'est un chipset. Un chipset, c'est une puce qui est composée de plusieurs puces. Voilà, donc les différentes puces à l'intérieur du processeur, il y a d'autres qui ont besoin de 1 volt. Donc ce processeur-là, quand vous allez prendre son datasheet ou bien son schéma, vous allez voir des compartiments où vous allez voir 1 volt. Il y a des compartiments, vous allez voir 0, peut-être 600 et quelques volts. Il y a des compartiments de 3 volts. Voilà. Donc, toutes ces tensions quittent où? Toutes ces tensions vont quitter ici. Toutes ces tensions vont quitter les 3 entrées qu'on vient de citer. La VBAT de la piste CMOS, le chargeur ou bien l'adaptateur. Parce que le chargeur et puis l'adaptateur, les deux ne fonctionnent pas en même temps. Les deux n'alimentent pas le rail principal d'alimentation en même temps. Soit c'est le chargeur, soit c'est la batterie. Voilà. Et donc, comment la répartition des tensions se fait? Si nous sommes par exemple sur le chargeur, comment la répartition des tensions ça se fait? Voilà. La 19 volts va sur le rail principal. Et sur le rail principal, notre 19 volts là, notre 19 volts va alimenter beaucoup de puces. Notre 19 volts va alimenter beaucoup de puces. Vous voyez ici, là notre chargeur, il va envoyer la 19 volts sur le rail principal. Voilà le rail principal ici. Voilà, si c'est la batterie aussi va envoyer ses 14 volts sur le rail principal. Voilà le rail principal, voilà le rail principal ici. Et le rail principal va alimenter cette puce. Vous aurez 19 volts ici. Vous aurez 19 volts ici. Vous aurez aussi cette puce va avoir ses 19 volts. Cette puce va avoir ses 19 volts. Cette puce va avoir ses 19 volts. Voilà. Donc, les différentes puces qui sont situées sur le rail principal vont avoir leurs 19 volts. Mais ces puces-là ne travaillent pas seules. Les puces vont travailler avec des MOSFET. Les puces vont travailler. Je suis là. Nous, ça valait l'ordinateur qui était sur le bureau. C'est ça qui est venu ici. On voulait installer l'imprimante, mais c'est crypté. Ils ont bloqué, on ne peut pas installer les logiciels dessus. Donc on va chercher un autre disque dur, comme ils ont leur truc dessus. Oui, excusez-moi un peu, comme je l'ai dit là. Voilà, donc, comme j'ai dit, toutes ces puces là, vous voyez ici par exemple, cette puce qui est là, elle reçoit 19 volts. Elle va produire 1.5 volts et puis 0,75 volts. Voilà. Mais pour produire 1.5 volts, cette puce a besoin de 2 MOSFET. Un MOSFET qui va recevoir la même 19 volts qui vient ici là. Et puis un lot MOSFET qui sera à la masse. Et la phase est là. Voilà, la puce va pédaler. La puce va pédaler les gates
de ces MOSFET là pour produire ici sur une bobine ici sa tension 1.5 volts. Toutes les autres puces aussi c'est la même chose. Cette puce qui est là, TPS 51212, pour pouvoir produire cette tension VCCP, elle va pédaler aussi deux MOSFET. Un low MOSFET qui est lié à la masse et puis un high MOSFET qui va recevoir la 19 volts qui l'alimente. Et elle va pédaler les deux gates pour produire sur une bobine ici VCCP. Voilà, donc vous voyez que ces MOSFET là aussi font partie, tous les high MOSFET de ces puces, toutes ces puces là, chaque puce a un high MOSFET. Tous les high MOSFET sont reliés au rail principal d'alimentation, la 19 volts ou bien B+ de la batterie. Toutes ces puces que vous voyez, ces puces là ont un high MOSFET. Voilà, donc quand vous parlez de high MOSFET, quand vous parlez de rail principal, voilà, ne voyez pas seulement les puces qui sont connectées à ce rail principal DC back out ou bien B+. Voyez aussi tous les high MOSFET. Si ce high MOSFET est en court-circuit, tout le rail est en court-circuit. Voilà, je vous ai déjà expliqué le point de test du rail principal, c'est la résistance de détection. Toute tension que vous allez voir à la résistance de détection est une tension qui est disponible sur le rail principal. Si vous voyez un court-circuit sur la résistance de détection, ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur le rail principal. Ça peut être une puce du rail principal, ça peut être un high MOSFET du rail principal, ça peut être, ça veut dire que même le low MOSFET peut être en court-circuit et puis ça va contaminer le high MOSFET. Et si ça contamine le high MOSFET, le court-circuit va remonter sur le rail principal. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous testez les high MOSFET dans le cas des courts-circuits ou quand vous branchez le chargeur, vous voyez soit le voyant du chargeur s'éteint. Voilà, si vous avez pu qu'on appelle découper la piste pour voir que le court-circuit est au-delà de la résistance de détection, il faut toujours chercher à tester aussi tous les lots MOSFET. Bref, chers frères, chers amis, chers abonnés, voilà, ce rail principal là, comme je viens de vous dire, ce rail principal, c'est la tension de la batterie ou bien le chargeur qui circule sur ce rail principal. Et tous ces puces que j'ai cités vont recevoir la 19 volts, bien la tension de la batterie. Voilà. Mais ce n'est pas la destination du courant. La destination finale du courant, c'est d'alimenter tous les petits éléments qui sont sur la carte mère. Maintenant, comment cela va se passer? Voilà. Il se trouve que toutes ces puces du rail principal qui vont s'alimenter, il va avoir une puce qui sera activée en premier. Voilà, je vous ai dit que cette puce là, elle produit, vous voyez ici la tension Inverter Power SRC. Inverter Power SRC, c'est ça qui va aller alimenter les LED de votre écran. Les LED de votre écran LCD, c'est Inverter Power qui va l'alimenter. Est-ce que vous voyez? En général, vous aurez un fusible ici avant de rentrer dans le connecteur et c'est ce fusible là souvent qui se coupe et puis vous avez écran noir. Voilà, ici RT80 RT8207, elle va produire la tension VDDQ de la RAM et puis la tension VTT qui va aller alimenter la mémoire cache du processeur. Vous voyez le TPS 51212, elle va produire le VCCP. Celui-là va produire le VCC Core. Donc ici, c'est cette puce-là qu'on appelle souvent la puce VRM. Va produire la tension du processeur, le VCC Core. Et puis ici, il y a une UMA. Ça va produire aussi la tension de la UMA. Ici. Voilà. Et ici, il y a le TPS 8205L qui est la puce 3 volts, 5 volts. Donc, toutes ces puces vont avoir la 19 volts en même temps. Voilà. La 19 volts, toutes ces puces-là vont la recevoir en même temps. Mais pour produire les tensions qui sont là après, c'est la puce 3 volts, 5 volts d'abord. Voilà. Toutes ces puces ont la 19 volts, ceux-là, mais ils vont attendre. Ces puces qui sont en haut ici, là, vont attendre.
elles ont la 19 volts, elles ne vont pas s'activer. Pour qu'elles puissent travailler, il faut qu'elles soient activées. Mais elles vont attendre le chef c'est lui-là, plus 3 volts, 5 volts. C'est celle-là qui va s'activer en premier. Et quand elle va s'activer, elle va produire 4 tensions essentielles. Il y a 2 tensions qu'on appelle tension VLP. Vous aurez 3 VLP, vous aurez 5 VLP. Souvent vous allez entendre direct 3, direct 5. Ou bien LDO 3, LDO 5. Et ensuite, il y a 2 autres tensions qui vont venir sur les bobines. Quand les high MOSFET et puis les low MOSFET de 7 puces, à 2 high MOSFET et puis 2 low MOSFET. Donc, chaque couple, high MOSFET, low MOSFET, ça fait un couple. Chaque couple, il y a un couple qui va produire une tension qu'on va appeler 3 volts always. 3 volts always. Et puis l'autre couple va produire 5 volts always. Si vous voyez. Voilà. Et c'est après avoir produit ces 4 tensions, voilà, que cette puce-là va faire un rapport à l'iOS. Cette puce va faire un rapport à l'iOS. Vous voyez ici, ce rapport-là, on appelle Power Good. Voilà, la puce va envoyer un rapport à l'iOS. Et ce rapport, on appelle ça Power Good. Voilà, donc la puce va envoyer, la puce va envoyer, voilà, la puce 3 volts, 5 volts, voilà, vous voyez ici, aujourd'hui les 4 mecs qui sortent là, ils ont divisé la puce en 2, il y a un côté 3 volts, il y a un côté 5 volts, vous voyez ici c'est la même chose, donc ici vous allez voir, soit c'est le côté, la puce qui va produire les tensions 3 volts et puis ici tension 5 volts. Voilà, donc quand la puce a fini ou bien ces puces sont finies, elles vont faire sortir, les deux vont faire sortir un Power Good qui va se rencontrer, croiser quelque part et puis ça va venir à l'iOS pour faire un rapport, voilà, pour dire que les tensions ont été générées, que les tensions sont stables. Voilà, donc lorsque l'iOS va recevoir ce rapport qui dit que les tensions ont été générées et que les tensions sont stables, en ce moment que l'iOS va décider d'activer les autres puces. Voilà, donc c'est comme ça ça se fait. Voilà, d'abord, la puce 3,5 volts est activée. Quand elle a fini, elle fait sortir un rapport qu'on appelle Power Good. Souvent, vous allez voir SPOK. SPOK va à l'iOS et dès que SPOK arrive à l'iOS, l'iOS va maintenant activer les autres puces qui sont là, une à une. Voilà, une à une. L'activation de la puce 3 volts, 5 volts, dès que vous branchez le chargeur, ce travail que je viens de décrire là, ça se fait. Ça dépend des 4. Voilà, les 4 contacts, il faut d'abord appuyer le bouton Power pour que cette puce 3 volts, 5 volts commence à générer les tensions sur les bobines. Voilà, sinon les always, dès que vous branchez le chargeur, ça se produit. Voilà, mais les puces qui sont en haut ici, toutes les puces qui sont en haut ici, il faut d'abord appuyer le bouton Power. Il faut d'abord appuyer le bouton Power. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est comment se fait l'activation de cette puce 3 volts 5 volts. Voilà, comment se fait l'activation de cette puce 3 volts 5 volts qui est un peu comme le déclencheur de l'activation des autres. Voilà, je vous ai dit que cette puce là produit 4 tensions. Il y a 2 tensions LDO et puis il y a 2 tensions always sur les bobines. Donc on va voir comment se fait l'activation de ces puces. Voilà, je prends une puce ici. Vous voyez, voilà une puce ici. C'est une 4 mètres HP EliteBook. EliteBook 840 G3. Voilà la puce ici. Texas, une puce de Texas Instruments. TPS 51 225. Voilà, cette puce là, elle va recevoir sa 19 volts ou cette puce reçoit sa 19 volts ici à la patte 12. Vous voyez, patte 12. Elle reçoit sa veine. Elle reçoit veine ici.
Hein, vous voyez ici VIN. Voilà. 19 volts. Hein, si vous êtes sur batterie, vous allez avoir la tension de la batterie. Et quand elle reçoit la 19 volts, elle a un activateur interne pour les tensions LDO. Voilà, donc elle reçoit la 19 volts et de manière interne, elle va s'auto-activer. Elle va s'activer. Sa région LDO qui fait sortir les tensions LDO va s'activer automatiquement et les tensions LDO vont sortir. Sur la patte 3, vous allez avoir la tension LDO 3 qui sort. Sur la patte 13, vous allez avoir la tension 5 volts LDO qui va sortir ici. Si vous voyez. Et cette puce-là, pour générer les tensions sur les bobines, qu'est-ce qui va se passer? La puce va s'activer elle-même. C'est une puce qui n'a pas besoin de l'iOS pour s'activer. La puce va s'activer elle-même. Regardez ici. On va prendre, voilà les deux activateurs. Enable 1, Enable 2. Patte 20, patte 6. Voilà. C'est ces pattes-là, ces signaux-là qui vont activer la puce pour faire sortir les tensions sur les bobines. Les tensions all-way. Donc, copiez ici. Et puis, vous mettez ici. Vous mettez entrée. Voilà. Vous voyez, Enable 3 volts. Hein, est quitté où? C'est Enable 5 volts, 3 volts qui traverse la résistance R7112 pour devenir Enable 3 volts. Ça traverse la résistance R7113 pour devenir Enable 5 volts. Si vous voyez, donc Enable 5 volts, 3 volts, c'est elle qui va générer les Enable 3 volts, Enable 5 volts. Mais Enable 5 volts, 3 volts même est quitté où? On va voir où c'est quitté. Voilà sa source. LDO 3. Vous voyez ici, LDO 3. Un VLP 3V3A LDO. C'est cette tension qui traverse deux résistances, R7111, R7110 pour devenir Enable 5 volts, 3 volts et devenir par la suite Enable 3 volts, Enable 5 volts pour activer la puce 3 volts, 5 volts. On va voir cette tension est quittée où? Cette tension est quittée où? Copier, coller. Coller ici. Voilà, la tension ne veut pas se coller. Donc on va écrire VRP, mais à quoi on ne peut pas écrire dans mon truc là. VRP 3V3 A underscore LDO. Voilà, je vais mettre entrée. On met entrée. Vous voyez ici, sur le diagramme ici, vous voyez, c'est la 3 volts LDO. C'est la 3 volts LDO. Voilà, si je viens ici, vous voyez sur le schéma, vous voyez ici, c'est la 3 volts LDO. Voilà. Donc cette puce TPS 51225, voilà, c'est une puce indépendante. Parce que même les LDO, elles-mêmes là, elles s'auto-activent pour avoir ces LDO. Et sa LDO 3 va se transformer en activateur du département 3 volts, 5 volts pour les tensions sur les bobines. Voilà. Donc vous voyez que c'est une puce indépendante. Voilà. On va dire que cette puce-là n'a pas besoin de l'iOS. Cette puce-là n'a pas besoin de l'iOS parce que, comme on le sait, l'activateur favori sur la carte mère, il y a l'iOS et puis le PCH. C'est les deux qui sont les deux pourvoyeurs de signaux d'activation. Mais ici, voilà une puce qui les défie. Il y a une puce qui les défie. On va prendre une autre carte. Ici, c'est un HP. Voilà, son numéro DA. G patati patata, c'est une carte Quanta, une carte mère Quanta, et cette carte mère là a deux puces. La puce 3 volts 5 volts, comme je vous ai dit, ils ont scindé en deux. Ici c'est le côté 3 volts et puis ici c'est le côté 5 volts. On va voir qu'est-ce qui les active. Je vais agrandir juste un peu.
Voilà. On agrandit jusqu'un peu. On voit ici la puce. On va prendre le côté 3 volts. Parce que ce qui se passe sur ce côté, c'est le même phénomène de l'autre côté. Donc, on va prendre le côté 3 volts. La puce est activée et est alimentée par VIN qui vient du chargeur sur les pattes 2, 3, 4, 5. Ici, nous voyons Enable LDO ici. Enable LDO à la patte 11. Enable LDO, c'est un signal qui est issu de ce diviseur de tension, le pont diviseur de tension. Deux résistances, dont une est liée à la masse. Donc vous aurez Enable LDO ici que vous pouvez calculer. On vous a déjà donné la formule, comment on calcule ça. Et vous aurez un signal qui va sortir ici. Voilà, qui va venir activer la puce à la patte 11. Et donc vous aurez, quand la patte 11 est activée, alors la puce va faire sortir quoi? Les tensions LDO. Ici, comme c'est le côté 3 volts, vous aurez LDO 3. Voilà, LDO 3 ici, à la patte 17, qu'on a appelé 3 volts PCU. 3 volts PCU. Maintenant, comment fait-on pour que le côté qui va activer les tensions sur les bobines, fournir les tensions sur les bobines fonctionne? Ici, vous voyez qu'on ne voit pas de MOSFET. Le SMPS là qui va fournir les MOSFET là, c'est à l'intérieur. Les MOSFET et le SMPS, ils sont à l'intérieur de la puce. Elle est petite, mais elle a ça. On va voir le deuxième activateur. Vous voyez ici, Enable 1. Enable 1, c'est à la patte 12. Ici, vous voyez le signal S5 on. Ce signal S5 on quitte où? La page 35. Qui est la page 35? L'iOS. C'est l'iOS qui est à la page 35. S5 on vient de l'iOS. Voilà, si vous partez à la page 35, on va remonter page 35. Vous allez voir l'iOS. Voilà. Vous voyez, monsieur l'activateur, le voilà ici. Et si vous fouillez sur l'une de ces pattes, vous allez avoir S5 on. S5 on dans le département des peut-être wake. S5 on. Je vais taper ici S5 on. S5 on. Voilà ça ici à la patte 100. À la patte 100, vous avez S5 on. Voilà. Donc l'iOS fait sortir S5 on à la patte 100. Vous voyez ici, ils ont mis 38. Ça dit que S5 on va à la page 38. Donc je retourne là-bas à la page 38. Je suis à 37, voilà 38. Voilà. Donc ici, c'est l'iOS qui vient activer le deuxième département de cette puce-là pour que la puce puisse produire la tension 3 volts all-way sur la bobine. Voilà. Donc cette puce-là, on va dire que c'est une puce qui reçoit une activation directe de l'iOS. Voilà. Donc cette puce va faire partie des puces à activation directe par l'iOS. l'iOS envoie directement ce signal sur la puce pour l'activer. Voilà. On va prendre une autre puce. Ça, c'est une 4 mètres Compal LA6701. LAC6701P. Sa puce 3 volts 5 volts est une puce unique. Quand il dit unique, ça veut dire qu'elle n'est pas scindée. Ici, c'est, on va voir son numéro, c'est en bas ici. Voilà. Voilà, la puce ici c'est RT8243. On va voir son activateur LDO. Ici, vous voyez à la patte 12. LDO Enable. Et cet activateur là, la 19 volts du chargeur, bien la batterie vient ici.
ça vient là et ça va tracer cette résistance et cette résistance sera liée ici à la masse. Voilà, donc ici c'est le point diviseur de tension qui va générer ce signal. Vous savez comment on calcule R2 sur R1 plus R2. Vous calculez ça, ce que vous trouvez, vous multipliez par la tension V qui arrive. La tension V ici, qui traverse la première résistance. Voilà. Et vous allez trouver la valeur du signal en volts. Donc ici, LDO est activé aussi par un diviseur de tension. On va voir qu'est-ce qui active la puce pour qu'on puisse avoir les tensions sur les bobines. Enable M, part 13, Enable M. Enable M, vous voyez ici, c'est l'IOS qui envoie ces deux signaux. Ici on et puis main power on. Ces deux signaux quittent l'IOS. Ici vous voyez main power on. Vous voyez l'arrobase. L'arrobase veut dire que main power on peut ne pas être là parce que cette résistance là peut ne pas être là. Cette résistance peut ne pas être là. Je vous rappelle, comme vous voyez ici, au niveau de ici on. On a dit que ici on traverse. Ici ils se sont trompés de direction. Il ne faut pas trop. Voilà. Ici on quitte l'IOS, ça vient. La flèche est comme ça et non de l'autre côté. Ici aussi même point on quitte l'IOS. La flèche est comme ça, frère. Donc souvent faites attention pour ne pas vous tromper. Voilà. Ce que je voulais dire. Vous voyez ici cette résistance PR51. Vous voyez elle est seule comme ça. Mais en bas ici, la PR52, vous voyez la résistance est là et puis ils ont tracé un trait en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette résistance-là, vous pouvez remplacer par un jumper. Voilà, cette résistance, si elle est là, ici il y a arrobas, ça veut dire que ce n'est pas sûr qu'elle soit là sur cette carte. Voilà, pour savoir si elle est là, vous partez regarder sur la carte avec vos yeux. Voilà, quand on vous met arrobas, ou bien axeris, ou bien nostuf, ou bien DY. Quand on vous met ces signes-là, ou bien open, ça veut dire que l'élément, on les appelle les éléments pop. Les éléments pop, ça veut dire que l'élément peut être présent comme ne pas être présent. Voilà. Et là, vous êtes obligé de regarder avec vos yeux sur la carte pour savoir si elle est là ou bien n'est pas là. Dans tous les cas, que l'élément soit là, qu'il ne soit pas là, la carte va fonctionner. Voilà. L'élément est là pour certaines additions. C'est pour d'autres éléments qui ne peuvent pas empêcher la carte de fonctionner correctement. Voilà, donc il peut être là comme ne pas être là. Donc ici, s'il est là et qu'il est coupé, si elle est coupée, c'est récent, vous pouvez faire simplement un jump, ça marche. C'est pourquoi ils ont mis ce trait ici en bas. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Et donc vous voyez, l'IOS envoie ici on. Ici, on va venir sur la puce ici, Enable M à la part 13 pour l'activer. Et quand la puce sera activée, la puce va faire sortir ici, L-gate sur ce lot. Ici, c'est un double MOSFET. Ça veut dire qu'il y a un lot et puis I MOSFET qui sont combinés ici. Voilà, donc on aura U-gate et puis L-gate qui vont venir pomper les gates de ce double MOSFET et le double MOSFET va faire sortir sur la résistance PL8 la tension 5 volts always. De l'autre côté aussi c'est la même chose. U-gate 2, low-gate 2, ça va pomper et faire sortir ici sur PL9 la tension 3 volts always. Donc ici aussi vous voyez que c'est une activation directe par l'IOS. Cette puce qui est là, on appelle puce. La puce va faire partie de la famille des puces qui ont une activation directe par l'IOS. Je prends cette autre carte. Ici c'est, on dirait que je suis en train de faire publicité de HP. C'est encore HP ProBook 4540S. HP, il faut venir me payer, je suis en train de faire ta publicité. Voilà. Donc, le puce 3 volts, 5 volts, c'est
la puce 3 volts 5 volts. Voilà, la puce, la voilà ici. C'est un TPS 51 112. On va voir son activation LDO. On va chercher. Je cherche ici. Je cherche ici. Je cherche ici. Voilà. Ici, je ne vois pas d'activation LDO. Là, je vais bien voir. Ok. Je ne vois pas d'activation d'activateur LDO. Voilà. Mais je vois des activateurs pour les tensions sur les bobines. Pour les tensions sur les bobines. Voilà. Vous voyez ici, Enable C ici. Enable C, c'est pas le même Enable C qui est quitté ailleurs pour venir activer la puce. Ici, c'est le Thermal System Shutdown. Voilà. Vous savez que sur la carte, mais il y a une puce qui gère la température. Il y a un système de gestion de la température qui est sur la carte. Voilà. Et donc, s'il y a un surchauffe, qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va alerter le PCA qui va alerter l'iOS et l'iOS va envoyer le signal Thermal System Shutdown ici sur la patte qui doit recevoir l'activateur pour les tensions sur les bobines Enable C. Voilà, donc ça vient ici et ça va envoyer quelle tension? La masse, ça va envoyer 0 volts. Voilà, parce que cette patte là, vous voyez ici Power 3 volts 5 volts Enable C. Voilà, l'activateur des tensions sur les bobines vient ici. Voilà, ça rentre ici dans cette direction. Voilà, donc elle croise le Thermal System Shutdown ici. Voilà, si le Thermal System Shutdown est activé, elle va prendre le dessus pour éteindre la puce. Voilà, mais en temps normal, elle n'est pas activée. Donc c'est l'enable là qui est là. Donc vous aurez vos tensions sur les bobines. Donc on va voir ce enable 3 volts 5 volts là, comment ça marche. Il est quitté où? On copie, on colle ici. Vous collez ici. Voilà. Vous voyez que c'est quitté où? C'est cette puce qui va créer voilà, la puce U4101. Vous voyez la puce U4101. Voilà. La puce U4101, c'est une puce qui va recevoir ici, qui va être alimentée par la LDO 3. Et elle sera activée par l'iOS. L'iOS va envoyer le KBC Power On pour activer cette puce. Et puis cette puce va faire sortir l'activateur Power Enable C Gate, qui va devenir Power 3 volts 5 volts Enable. Et c'est ça qui va venir activer la puce ici pour qu'on puisse avoir les tensions sur les bobines. Donc vous voyez ici, c'est une puce qui est activée de manière indirecte par l'iOS. Est-ce que vous voyez? C'est activé de manière indirecte par l'iOS. Voilà. Donc vous voyez que ça fait une autre famille. Voilà. C'est l'iOS qui l'active, mais l'iOS n'envoie pas directement le signal. L'iOS décompose, confie la tâche à quelqu'un d'autre pour envoyer ce signal. Est-ce que vous voyez, frère? Voilà. Mais ce signal à lui seul là ne suffit pas pour activer la puce. Voilà. Quand ce signal va rentrer dans la puce, qu'est-ce qui va se passer? La puce là va générer de manière interne un courant. Il y a un petit courant, souvent c'est autour de 10 microampères. Et ce courant là sera généré à cause du déplacement d'électrons. Voilà. Ce signal Power 3 volts 5 volts Enable C va créer un déplacement d'électrons à l'intérieur de la puce. Si vous prenez le datasheet, vous allez voir. Et ce courant là sera autour de 10 microampères. Et ces 10 microampères là vont à leur tour induire du courant, de la tension. Parce que vous savez que il y a une formule qui dit U égale à RI. Voilà. Donc il y a des résistances sur lesquelles il va avoir les chocs d'électrons et la formule U égale à RI va produire des petites tensions sur deux pattes. Ici vous voyez les deux pattes, il y a patte 1 et puis patte 2. Vous voyez un trip 1 et un trip 2.
Voilà, un trip 1 et un trip 2. Et c'est un trip 1 et un trip 2 là qui vont activer finalement la puce. Hein? C'est un trip 1 et un trip 2 qui vont finalement activer la puce. Je vais copier ici. Hein? Power and trip 5. Hein? Vous allez voir les résistances pour voir la tension ici. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Donc un trip 2 par exemple va produire une tension dans l'ordre de, ici vu la résistance, ça sera 1.10 volts. Voilà, donc vous aurez 1.10 volts sur cette patte. Cette patte ici, vous aurez 1.10 volts. Si vous avez 1.10 volts, alors la puce sera activée. On va voir l'autre patte. On va voir l'autre patte. Quand on va, pour mes étudiants, ne vous en faites pas. Quand on va faire les TP, on va voir comment on calcule ça. Comment on fait pour savoir. Voilà, ici, je remplace par 3 volts. Voilà, ceux qui étaient au cours hier, eux, ils ont vu comment on calcule. Mais ceux qui ne viennent jamais au cours, voilà, vous, prochainement, quand on va corriger l'exercice que j'ai donné, je vous ai donné ce que je suis en train de faire là, je vous ai déjà donné un exercice. Quand on va corriger, vous allez voir. Donc, vous voyez, un trip 1, voilà, la tension sera créée voilà, sur cette résistance. Ici, vous allez avoir 0,1 volt. Vous allez avoir ici 0,1 volt. Voilà, donc sur cette patte là, vous allez voir un trip ici 0,1 volt sur 0, mon 0 là aussi est bizarre. Vous aurez 0,1 volt sur la patte 6 et vous aurez 1 volt où je suis même. Où je suis, excusez, je repars là-bas, bien vérifier, est-ce que je ne fais pas, voilà, on repart ici. Ici c'est 100, non, ici c'est pas 0,1 volt, excusez-moi, ici c'est 1 volt. On déplace la virgule, c'est 1 volt, c'est pas 0,1. Voilà, donc ici, sur la patte pour un trip 2, vous aurez 1 volt. Et puis un trip 1 ici, vous aurez 1,1 volt. Voilà. Donc si vous avez 1 volt et bien 1,1 volt, alors votre puce sera activée. Est-ce que vous voyez, votre puce sera activée. Mais pour avoir les 1 volt et bien 1,1 volt là, il y a une autre logique. Regardez ici, il y a une autre logique. Voilà, je ne voulais pas vous embrouiller, mais je suis obligé par ça. Il y a une autre logique. Là, vous voyez ici, je poursuis. Il y a une autre logique ici. Lui là, il poursuit, il va quelque part ici. Oui, il va. Bon, peut-être. Je vais vous laisser ici. Voilà, sur un autre schéma, je vais vous expliquer cette logique pour ne pas vous perdre. Donc, je vais prendre un autre cas ici. Voilà. Voilà, je vais prendre ce cas là et puis on va s'arrêter ici. Vous allez terminer le reste. Donc, regardez ici sur Lenovo. Voilà, donc ici le cas qu'on vient de voir, vous voyez que l'iOS active de manière indirecte la puce. Voilà. Mais là encore, l'iOS, ça veut dire que le fait que l'activateur commis par l'iOS vienne à la puce, ça ne suffit pas d'activer la puce. La puce elle-même va générer de manière interne un courant sur les deux pattes, un trip 1 et puis un trip 2. Et quand ce courant interne sera créé, il va avoir une tension sur deux petites résistances. Et c'est ces tensions-là qui vont nous permettre d'activer la puce. Quand nous allons tester, est-ce que la puce a ces signaux d'activation, nous devons tester ces deux tensions sur ces pattes là. Si ces tensions sont à leur valeur high, vous aurez votre activation. Voilà. Donc regardez ce Lenovo. Lenovo G780 Compal. On va voir sa puce 3 volts 5 volts. Voilà la puce 3 5 volts.
c'est un RT8205. Voilà. On va voir son activateur LDIO. Est-ce qu'il y a un activateur LDIO dont je fouille? Je vois Enable ici. Ici, je vois Enable. Voilà. B+, c'est la tension de la batterie ou bien de l'adaptateur. C'est la tension au niveau de la résistance de détection. La résistance de détection, c'est la résistance juste après le deuxième MOSFET. Juste après le deuxième MOSFET. Donc ici, on a un pont diviseur de tension qui va venir activer la puce pour faire sortir les tensions LDIO. LDIO 5 ici, qu'on appelait VL. Et puis, il va avoir LDIO 3 quelque part. Je ne sais pas où LDIO 3. VREC 3, le voilà ici, part 8. Vous aurez VREC 3 qu'on appelait VLP. Voilà. Donc, une fois que les LDIO sont là, la deuxième activation, voilà. En fait, je dis comme ça, c'est pas que les activations c'est automatique comme ça, il y a certains phénomènes. Voilà. Quand les LDIO sont là, il y a certains événements qui vont se produire. Par exemple, la référence de la puce doit sortir, il y a d'autres trucs. Voilà, après, je vais vous montrer ça. Voilà, sinon, ça ne sort pas comme ça. Il y a certains événements très coordonnés, voilà, qui doivent se produire d'abord. Donc, une fois qu'on a nos LDIO, qu'est-ce qui va se passer? On va voir, est-ce que l'iOS intervient? Je vais voir, est-ce qu'il y a un signal qui quitte l'iOS pour venir? Je vais voir les pattes. Je regarde les pattes ici, je ne vois pas de signal direct de l'iOS. Voilà. Je regarde les pattes, je ne vois aucun signal direct de l'iOS. Par contre, je vois ici un trip. Je vois ici un trip 1 et puis un trip 2, comme tout à l'heure. Voilà. Et je vois que ça continue. Un trip 2 continue, un trip 1 continue. Donc ça va quelque part. Quand je viens en bas ici, je vois ça. Je viens en bas ici, je vois ça. Un trip 2 est ici. Un trip 1 est ici. Voilà. Et je vois des connecteurs, des combinaisons logiques. Voilà. Là, je vois assez présente de la puce la puce de charge. Assez présente la puce de charge. Et puis là, je vois ici on. Voilà. Ici on vient d'où? Vient de l'iOS. Donc ici, vous voyez que l'iOS va intervenir dans l'activation de cette puce, mais de manière très indirecte. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, en haut ici aussi, il y a ici on qui rentre. Bien vrai qu'ils se sont trompés. Main power on qui rentre. Bien vrai qu'ils se sont trompés. Voilà. Donc, on va voir la logique. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà la logique. l'iOS envoie ici on. Ici. 3 volts. Ici, on va venir ici. Ici, on vient ici. Main power on vient ici. Et il va s'arrêter ici. Voilà, il va s'arrêter ici. Voilà, ici aussi. Voilà, on va commencer par le bas ici, c'est plus intéressant. Voilà, donc ici, ACOK, l'appui de charge envoie son ACOK ici, sur la gate de ce N-channel MOSFET. Voilà, ACOK, on sait que c'est une tension autour de 3 volts, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une tension qui est positive, qui est supérieure à 0. Ça va venir sur la gate de ce N-channel MOSFET. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce N-channel MOSFET, il va s'activer. Parce que ici, c'est la masse qui veut passer. C'est la masse qui veut passer. Les 3 volts sont supérieurs à la masse. Donc, le MOSFET ici va s'activer. l'iOS envoie aussi ici on sur ce transistor. Comme je l'ai dit, ici on là, c'est 3 volts. C'est une tension positive. Et par la formule U égale à RI, on aura I égale à U sur R. Donc I, l'intensité ici est positive. On sait que les transistors NPN, ici c'est un transistor NPN. Et comme c'est un transistor NPN, la base ici sera activée. Donc la masse
Excusez-moi, hein. Excusez-moi pour tout ce que j'ai raconté. C'est ici ça commence. C'est ici ça commence. Est-ce que vous voyez? C'est ici ça commence. C'est-à-dire que c'est ici on qui vient ici sur la base du transistor NPN. Voilà. L'intensité sera positive parce que I sera égal à U sur R. C'est une intensité positive, donc le transistor sera activé. Si le transistor est activé, la masse va passer. La masse va venir ici, la masse va venir s'arrêter ici. À la résistance PR 415, la masse va s'arrêter là. Elle ne pourra pas passer. Donc du coup, AC présente ne sera pas contaminé. AC présente va s'arrêter ici, de ce côté de la résistance. Voilà, vous voyez, souvent il y a des résistances comme ça. Il y a un côté, il y a la masse, et puis il y a un côté, il y a la tension. Vous allez mesurer la tension AC présente ici. Si vous voyez. Voilà. Quand il sera temps, sur la carte mère, quand il sera temps pour que AC présente sorte pour venir faire un travail, ici, l'IOS va permettre de désactiver cette base-là. Et puis la masse va rester en bas ici. Voilà. Donc pour le moment, la masse passe, la masse est ici, la masse va venir sur la gate de ce N-channel MOSFET. Vous aurez 0 ici. Voilà, ça c'est la propriété des N-channel MOSFET. Si vous avez 0 volt sur la gate et puis la masse ici, le MOSFET est ouvert, la masse ne pourra pas passer. Et si la masse ne passe pas, c'est comme si cette partie-là, vous pouvez enlever, vous pouvez couper ça, vous pouvez enlever. Cette partie-là, voilà, c'est comme si ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? L'IOS envoie aussi ici on, ici, qui va traverser ici, main power on, qui vont traverser ici. Et comme la branche qui en bas n'existe pas, la tension ici on là, 3 volts, va venir ici. Ça va venir ici, ça va venir ici. Voilà, donc on aura nos 3 volts qui vont venir où ça? Sur la base de ce taux de transistor NPN. Et si vous voyez, il y a une tension VS qui vient ici. Voilà, donc on aura une intensité positive. Les transistors sont activés par des intensités. Voilà, cette tension, c'est une tension positive. VS, c'est une tension S0. Quand vous voyez VS, ça dit une tension S0. Ici, vous aurez ici, et ici on. Voilà, donc par la formule U égale à RI, I sera égal à U sur R. Voilà, donc vous aurez une tension positive ici. Ça veut dire quoi? Ici même c'est un point d'usure de tension. C'est un point d'usure de tension. Donc vous aurez, dans tous les cas, c'est une tension positive. Voilà, donc ici ça sera autour de 3 volts. Voilà, et donc si la base de ce NPN transistor est activée, la masse va passer. La masse ici va passer ici. Elle va venir ici, elle va être bloquée ici. Voilà, donc on aura notre tension VL ici. VL, c'est pas c'est 3 volts bien de 5 volts, ça va rester ici. Si par malheur, votre résistance de 100 kΩ là est gâté, que ça devient comme un jumper, si ça a perdu ses 100 kg, que ça devient comme un jumper, la masse va venir sur VL et votre 4 mètres ne va pas s'allumer parce que l'IOS sera en court-circuit. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La résistance 100 kΩ marche bien. Donc, la masse vient ici. Vous aurez 0 volt ici, 0 volt ici. Ici, vous aurez VL. VL va s'arrêter ici. Et la masse continue. La masse va continuer. Elle va venir sur la gate de ce N-channel MOSFET. Vous aurez 0 là. Vous aurez aussi 0 sur la gate de ce N-channel MOSFET PQ45B. Voilà. Donc, ici, le MOSFET sera ouvert. Si c'est ouvert, la masse ne peut pas monter. De même manière ici, le MOSFET est ouvert. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez dire ouvert, fermé. Dans tous les cas, la gate ne va pas activer le MOSFET. Voilà, donc on va retenir ça. Des deux côtés, la gate là ne va pas activer le MOSFET pour laisser passer la masse. Voilà, donc cette partie-là, c'est comme si ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui va rester? Un trip 1 va rester lui-même un trip 1, un trip 2 va rester lui-même un trip 2. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas contaminés par la masse. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que c'est comme si
hein, ici un trip 1 reste ici. Est-ce que vous voyez? Parce que l'autre branche là n'existe pas. Comme l'autre branche n'existe pas, parce que vous savez qu'un courant est tout terminé par la masse. La masse termine le courant. Voilà, mais ici, il n'est pas là, donc ça ne peut pas se terminer. Donc c'est comme si cette branche là n'existe pas. La branche qui quitte ici pour aller là n'existe. Donc on aura notre N trip 2 qui vient ici par cette résistance. Notre N trip 1, il vient ici, voilà, va venir à la masse ici pour que ça puisse fonctionner. Voilà, et donc on se retrouve dans l'autre cas. Voilà, donc vous voyez ici, on aura N trip 1. Si vous prenez le datasheet, vous allez voir que la résistance là, c'est le courant induit créé là-bas, c'est autour de 10 microampères. Si c'est 10 microampères, vous aurez ici 1,3 volts, un trip 2, vous aurez ici 0,66 volts. Voilà, ici un trip 1, vous aurez 0,66 volts. Et puis ici, vous aurez 1,3 volts. Voilà, donc quand vous aurez 1,3 volts sur la part 6 et puis 0,66 volts sur la part 1, cette puce-là va s'activer. Et quand elle va s'activer, elle va activer à l'intérieur les puces PWM. Il y a une puce PWM ici qu'on appelle SMPS. Elle sera activée et elle va pédaler la gate de ce high MOSFET. Elle va pédaler la gate de ce low MOSFET pour créer la tension 5 volts always sur cette bobine. De l'autre côté, elle va pédaler la gate de ce high MOSFET, ce low MOSFET pour créer la tension 3 volts always sur les bobines. Donc, vous voyez ici que l'IOS participe à l'activation de cette puce. Est-ce que vous voyez? Mais de manière indirecte. Voilà. Parce que l'IOS permet à ces logiques-là de fonctionner. Ces circuits logiques, c'est l'IOS qui permet à ces circuits logiques-là de bien fonctionner pour que au finish, on puisse avoir les signaux N-trip 1 et puis N-trip 2. Si vous voyez, donc l'IOS participe. Donc ici, cette puce-là fait partie des puces qui sont aussi activées par l'IOS, mais de manière indirecte en combinaison avec des circuits logiques, chers frères. Donc vous voyez que les puces 3 volts 5 volts là, il y en a de plusieurs familles. En général, c'est 3 familles, comme on vient de le voir. Vous voyez tous ces exemples-là, si je clique, c'est les mêmes fonctionnements. Vous voyez ici ce Toshiba, par exemple. Ce Toshiba, par exemple, ici, il n'y a pas d'activateur LDO. La puce active elle-même. Voilà, dès qu'elle reçoit sa veille, vous voyez le chose, voilà, elle reçoit sa veille automatiquement. Elle va s'activer. Elle va s'activer. Elle va s'activer. Voilà. Dès qu'elle reçoit sa tension veine, elle va s'activer. Où est sa veine là? Mais je suis en train de chercher depuis là, je ne vois pas. Elle va s'activer. Là, je vois une veine ici, patte 16, mais est-ce que c'est ça? Il vient ici. Il vient ici. 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 Est-ce que c'est veine? Oui, c'est ça, c'est veine. Voilà, ça quitte ici. Voilà, ça vient ici. Voilà, ça vient ici. Voilà, ça veut dire que ça alimente les high MOSFET et puis ça vient en bas ici pour alimenter la puce. De l'autre côté aussi, ça va alimenter ce high MOSFET et puis ça va venir en bas ici, vous voyez ici, pour alimenter la puce à la part 16. Voilà. On voit ici enable 0. Enable, il y a un enable ici 0 ici. Enable 0. Vous voyez, ça vient directement à la masse. Voilà. Donc c'est enable 0 là qui active la puce. Donc vous voyez que l'activation est interne. Si vous prenez le datasheet, vous allez voir que c'est interne parce que ça ne va pas quelque part. Voilà. Et quand vous allez avoir ce enable 0, la puce va faire sortir VREC 3
et puis viré 5. Ici, viré, on appelait V5LA. Et puis vous virez 3 à la page 8 ici. Voilà. Et puis ensuite, vous allez avoir les tensions sur les bobines. Vous voyez un trip 2 ici, un trip 1. On va voir comment ils s'activent. Voilà. Ils viennent ici. Il y a aussi une logique. C'est la même chose comme l'autre côté. Voilà. Il y a un circuit logique ici. Ici aussi, il y a un circuit logique. Ou un trip 2. Un trip 2 est là. Voilà. Vous voyez le circuit logique. Et ce circuit logique là sera manipulé par qui? Par l'iOS. Ça sera manipulé par l'iOS. On va voir les signaux que l'iOS envoie pour manipuler ces circuits là. Voilà, ça sera manipulé par l'iOS. Vous voyez ici ces signaux là. Ici power on. l'iOS envoie ce signal là pour manipuler. Ici thermal, si c'est un shutdown, lui il vient pour éteindre. Quand il y a un surchauffe, il va venir, ouais, au lieu que l'iOS va envoyer le signal, lui va envoyer la masse. Quand il envoie la masse, c'est lui qui commande. Donc ici là, ça sera désactivé. Voilà. Donc dans le même registre, l'iOS envoie un signal pour manipuler les circuits logiques, et ces circuits logiques là vont permettre la création de un trip 1 et puis un trip 2 sur ces deux pattes, et ça va activer la puce. Voilà. Donc chers frères, chers amis, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'activation des puces 3 volts 5 volts, ça ne se fait pas au hasard. C'est vrai que je vous ai parlé comme ça de manière superficielle, mais je vous dis que c'est pas aussi simple. Voilà. Mais pour l'initiation, voilà, ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, si vous avez compris ce que j'ai dit, en tout cas, ça va vous permettre de gérer beaucoup de problèmes. Voilà. Parce qu'en général, les gens pensent que ce qu'on enseigne sur les réseaux, sur YouTube, simplement, oh, la puce iOS envoie ici on, ou bien S1 on pour activer la puce de manière directe. Frère, c'est pas toujours de manière directe. C'est ça qui fait que la plupart du temps, les gens ont des problèmes. Parce qu'on leur enseigne que l'iOS envoie le signal de manière directe pour activer. Mais lui, il prend une puce, c'est pas direct. Il cherche l'activateur. Ici, on met S1 on sur la puce, il ne voit pas. Alors le frère ne sait pas comment faire. Alors que, simplement, si le frère avait eu l'enseignement qu'il fallait, il allait savoir que des fois, l'iOS même n'intervient pas dans l'activation de la puce. La puce elle-même s'auto-active. La puce peut s'auto-activer, utiliser sa directoire pour créer sa propre activation. La puce peut être indépendante. La puce peut recevoir le signal. Le signal de l'iOS peut venir sur des circuits logiques, et puis les circuits logiques vont permettre à la puce de générer ses n-trip. Et c'est les n-trip là de manière interne. De manière interne vont permettre à la puce elle-même là de s'activer. Et puis activer les SMPS, ce qu'on appelle qu'on appelle ça, les puces PWM à l'interne qui vont venir pédaler les gates des MOSFET pour créer les tensions. Si vous voyez, mais comme je le dis, c'est pas aussi simple. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose pour terminer. Voilà. Vous voyez ici par exemple. Voilà une activation de puce 3 volts 5 volts. Voilà. Comment ça se fait que la puce 3 volts 5 volts va générer les tensions sur les bobines? Regardez ici. Voilà. À l'intérieur des puces 3 volts 5 volts, il y a ce qu'on appelle les SMPS. Voilà. Vous prenez une puce 3 volts 5 volts comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc devant la main? Voilà. Je vais monter un peu. Je ne sais pas s'il y a un schéma ici. Je vais vous montrer. Là, c'est bien présenté. Je mets. Malheureusement, ils n'ont pas mis ici. Mais bon, je vais faire un petit dessin. Aussi, comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, voilà la puce 3 volts 5 volts. À l'intérieur, il y a un puce PWM ici. Et puis de ce côté, il y a un PWM.
Et cette puce PWM là, c'est elle qui va faire sortir le signal qui va activer la gate du high MOSFET. Elle va faire sortir aussi le signal qui va activer la gate du low MOSFET. Elle va faire sortir la phase. Elle va faire sortir la phase. Elle va faire sortir le boost ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et on aura notre tension always sur la bobine ici. Ici, voilà, on aura l'alimentation vein ici. De l'autre côté aussi, donc ici on va appeler SMPS 1, ici SMPS 2. Ici aussi c'est la même chose. Elle va faire sortir l'activateur de la gate du high MOSFET. Elle va faire sortir l'activateur de la gate du low MOSFET. Elle va faire sortir la phase. On aura notre tension sur la bobine ici à cause du boost qu'elle va envoyer, le boost ici. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que ces SMPS là, c'est un peu comme les boîtes d'alimentation des ordinateurs de bureau. C'est un peu, vous voyez l'image un peu comme ça. Voilà. Donc, pour qu'elle soit activée, il y a des signaux qu'elle doit recevoir. Elle doit recevoir certains signaux pour qu'elle soit activée. Donc, regardez ici. Si je prends ici, par exemple, vous voyez ici SMPS 1, il y a un SMPS 1 ici, ça c'est pour la 5 volts. SMPS 2, c'est pour la 3 volts, les tensions sur les bobines. Donc, regardez ici la logique. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour cette puce, RT82, ici c'est RT8206. Voilà, la carte qu'on vient de voir même, c'est sa puce 3 volts, 5 volts. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que Enable LDO. Voilà, si vous avez Enable LDO que c'est low, Enable LDO égale à 0. Si la puce reçoit Enable LDO égale à 0 et que Enable 1 et puis Enable 2, voilà, quelle que soit leur valeur, quand on met is, ça dit quelle que soit leur valeur. Si Enable LDO est égal à 0, quelle que soit la valeur de Enable 1, Enable 2, vous allez avoir LDO, vous voyez off, ça veut dire que les tensions LDO ne vont pas sortir. C'est pas si on se comprend. Voilà. Si l'activateur LDO a une valeur low, vous savez que les signaux ont deux valeurs. Il y a une valeur high, il y a une valeur low. Si LDO est low, quelle que soit la valeur de Enable 1, Enable 2, vous allez avoir ici les tensions LDO ne sortent pas. LDO 3, VRS5, off, ils ne vont pas sortir. Et s'ils ne sortent pas, alors vous n'aurez pas les tensions sur la bobine des 5 volts ni la tension sur la bobine des 3 volts parce que les deux SMPS ils sont off, ils ne sont pas activés, ils ne sont pas allumés. Les deux puces PWM là sont éteintes, donc vous n'aurez rien sur la bobine. Voilà. Deuxième cas, si votre LDO, Enable LDO est high, donc ici vous voyez Enable LDO est high quand sa valeur est supérieure à 2 volts. Voilà. Donc si vous avez Enable LDO qui a une valeur supérieure à 2 volts, en ce moment-là, si Enable 1 est low, les Enable 1 et Enable 2 là, c'est les signaux qui doivent activer le département de la puce 3 volts 5 volts qui fait sortir les tensions sur les bobines là. Voilà, c'est de ces activateurs il s'agit. Les activateurs qui vont faire sortir les tensions sur les bobines. Voilà. Et donc si Enable 1 est low et Enable 2 est low, ici, du moment où Enable LDO est high, ici là vous aurez LDO. Vous voyez ici LDO on. Après la sortie de référence, les puces 3 volts 5 volts ont une référence. Il y a une part qu'on appelle référence. Voilà. Donc après la sortie du signal référence, vous aurez les tensions LDO. LDO 3 et puis LDO 5. Voilà. Mais malgré que vous avez LDO 3, LDO 5, vous n'aurez pas les tensions sur les bobines parce que vos puces PWM ne sont pas activées, sont éteintes. Voilà, à cause de ici l'eau. Troisième cas, Enable LDO est high.
Donc tout le reste, là, vous voyez que enable LDO est high. Donc je vais plus parler de ça. Voilà. Donc troisième cas, si enable 1 et puis si enable 1 est low et que vous avez référence qui est valeur de enable 2, enable 1 est low et puis regardez ici, enable 1 c'est pour faire sortir la tension 5 volts et puis enable 2 c'est pour faire sortir la tension 3 volts sur les bobines. Voilà, donc comprenez ça comme ça. Je ne vais pas trop me répéter. Voilà, donc ici, si enable 1 est low et que enable 2 n'est pas low, mais à la valeur de référence. Vous savez que souvent, référence, V-référence, souvent, normalement, c'est égal à 2 volts. C'est autour de 2 volts. Voilà. Donc, si vous avez enable 2 égal à V-référence, lorsque V-référence va sortir, ici, V-référence sort, en ce moment-là, vous n'aurez pas la tension 5 volts sur la bobine, vous n'aurez pas la tension 3 volts sur la bobine parce que les deux SMPS restent toujours off. Ici, ils restent toujours off. Non, excusez, j'ai déjà fait ça ici. Excusez-moi, je reprends. Je suis revenu sur ce que j'ai déjà fait. Voilà. Enable 1 low, enable 2 est high. Voilà, ici enable 2 est high à sa valeur. Si c'est 3 volts, elle a ses 3 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Si référence sort, s'il n'y a pas de problème que référence sort 2 volts, alors vous aurez LDO. Vous aurez les tensions LDO 3, LDO 5. En ce moment aussi, le SMPS 1 est off. Donc vous n'aurez pas 5 volts always, mais vous aurez 3 volts always. Vous voyez que souvent vous avez ce problème-là. Les gens nous appellent professeur, m'a plus 3 volts, 5 volts. Là, sur la 3 volts, j'ai la 3 volts always. Mais sur la bobine des 5 volts, je n'ai pas 5 volts always. Je pense que la puce est gâtée. Frère, vous voyez ici que ce n'est pas obligatoire que la puce soit gâtée. C'est les signaux qui rentrent là, il faut tester. Il faut aller prendre le datasheet pour voir comment ta puce là fonctionne. Voilà. Parce que souvent, les gens n'ont pas l'enseignement qu'il faut. Donc, ils ne savent pas comment les puces fonctionnent. On leur a raconté des choses et quand ils viennent sur les 4 mails, ils ne se retrouvent pas. Il faut enseigner les gens. Voilà. Donc, le cas suivant. Enable 1 à la valeur référence. Enable 2 à une valeur low. Si notre V référence sort 2 volts, on va avoir LDO 3, LDO 5. Mais ici, on n'aura pas de tension sur les bobines parce que nos puces PWM, SMPS 1, SMPS 2 ne seront pas allumées, ne seront pas activées à cause de la valeur low ici de Enable 2. Cas suivant. Enable 1 égale à référence. Donc, Enable 1 à la valeur référence. Enable 2 à la valeur référence. Si notre V référence sort effectivement, si la puce n'a pas de problème, on aura Enable LDO 3, on aura aussi VREX 5. On aura VREX 3, on aura VREX 5. Et ici, vous voyez ici, on n'aura pas les tensions sur les bobines. On n'aura pas les tensions sur les bobines parce que vous voyez ici, à cause de... excusez-moi, j'ai un appel là, je vais répondre. Voilà, donc excusez-moi, j'ai recevé un coup de fil là. Donc ici, vous n'aurez pas direct et chose always 5 ni always 3. On va au suivant. Donc vous voyez, vous-même vous pouvez continuer. Voilà, la manière j'interprète là, c'est comme ça. Voilà, ici référence low, ici off. Ici on a référence. Ici si on a V référence, ici c'est off. Parce que quoi? Pourquoi c'est off? Parce que référence ici là, la valeur c'est 2 volts. Référence ici, la valeur c'est 2 volts. Voilà, c'est parce que c'est 2 volts, ça veut dire c'est petit. Parce que la valeur high de qu'on appelle ça Enable 1, Enable 2 là, on vous a dit que si l'iOS envoie
l'activateur S5 on par exemple, c'est autour de 3 volts. Or ici, 2 volts ici, là, c'est petit. Référence, c'est 2 volts. Voilà, c'est parce que c'est 2 volts que ça ne sort pas. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est parce que c'est 2 volts, c'est petit. Regardez ici ce qui suit par exemple. Ici, vous avez référence ici. Ici, vous avez I. Le enable 2 pour 5 volts là, c'est I. Pour 5 volts là, c'est I. Ici, vous avez ici on. Voilà. Et vous avez, pourquoi vous avez on? On after SMPS to on. Voilà. After SMPS to on. Voilà. Ça veut dire que lorsque si SMPS là s'active, voilà, après l'activation de SMPS, vous aurez les tensions sur la bobine des 5 volts, vous aurez les tensions sur la bobine des 3 volts. Sinon, si vous avez cette combinaison ref I et puis SMPS là ne s'active pas, s'il ne s'active pas, vous n'allez pas avoir on. C'est parce qu'il s'active. Voilà. Ici aussi, c'est la même chose. Si vous avez I, ici, de l'autre côté low, vous avez votre vie référente 2 volts. Ici, vous avez on. Vous voyez que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, I, ici, low. Mais ici, vous voyez que c'est référence. Parce que référence est petit. C'est 2 volts. Il est petit. L'autre est I. Donc, ici, vous avez, après avoir eu SMPS, vous avez on. Vous avez on. Voilà. Référence est petit, mais c'est 2 volts. Ça nous permet d'avoir on. Mais de ce côté-là, vous voyez, il y a I et puis low. Ici, c'est low, c'est 0. Or, ici, c'est 2. Voilà, c'est parce que ici, c'est 2 qu'on a on. Mais si vous avez vu que c'est 0, et comme c'est 0, on aura on pour le A ici, et puis on aura off, parce que c'est 0. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc ça, c'est la logique de la puce. Il faut respecter. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas les tensions sur les bobines, il faut venir ici pour voir est-ce que la logique de la puce est respectée. Ici, vous voyez I référence, vous avez on, mais on doit avoir SMPS s'active. Ici, vous avez I. Docteur est là? D'accord, qui est entré. J'ai fini. Vous avez I. Vous voyez que. Bonsoir docteur, vous aurez les tensions sur les 2 bobines. Chers frères, comme je le dis, les cours continuent. Le professeur Cassel est là à votre disposition. Les cours continuent. Venez vous inscrire, on va vous former. Voilà. Parce que vous voyez que ce qu'on vous montre là-bas, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Les gens ne vont pas en profondeur et ça fait que les gens ont des problèmes. Voilà. Vous ne pouvez pas réparer des cartes, mais si vous ne connaissez pas ces vérités, ces logiques là, vous ne maîtrisez pas. Vous partez tester, on dit la puce est gâtée, ils vont dessouder à gauche, à droite, ça ne marche pas. Sur ce, on va se dire au revoir pour la prochaine fois. Bon, j'espère que j'ai pu tarder. J'espère que peut-être maintenant, chaque semaine, je vais faire sortir au moins une vidéo. Parce que de la même manière, je vous manque, vous aussi vous me manquez. On garde le contact, on est ensemble.